Les scientifiques prennent tous les moyens à leur disposition pour retracer les origines de l'homme. Mais l'absence de certains éléments nous laisse sur notre appétit. La plupart des spécialistes s'entendent pour dire que notre origine première serait africaine, en accord avec les intuitions de Charles Darwin. On a trouvé des fossiles chez nous, en Amérique, mais les plus anciens dateraient de 20 000 ans, peut-être un peu plus. Les chercheurs en discutent toujours. Cependant, une chose est certaine, cette quête fascinante pour savoir qui nous sommes et d'où nous venons soulève les passions, comme nous le verrons dans ce dernier épisode. Il remet en question des mythes aussi tenaces que celui d'Adam et Ève. Comme des millions de gens, j'ai appris dès mon jeune âge l'histoire de la création dans la Bible, dans les premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, il les créa. Lorsque Charles Darwin a publié son fameux ouvrage sur l'origine des espèces au siècle dernier, sa conception de l'évolution a choqué le monde, du moins le monde occidental. Il a soulevé une énorme controverse en affirmant que l'homme n'était pas une créature parfaite de Dieu, mais bien le descendant d'un animal. L'homme est un animal. Nous respectons les convictions profondes de tous nos téléspectateurs qui croient que l'homme est une création de Dieu. Mais il est indéniable que l'évolution de l'homme n'est plus une théorie, mais bien un fait prouvé scientifiquement. Le singe et l'homme ont une histoire commune aux multiples retournements. Nous ignorons comment elle va se terminer. Si vous me demandez à quoi servent toutes ces histoires sur l'évolution de l'homme et pourquoi elles sont si importantes, je vous répondrai qu'il faut d'abord retourner au livre de la Genèse. Cet ouvrage raconte l'histoire d'Adam et Ève dans le paradis terrestre. Il raconte qu'Ève soumet Adam à la tentation du fruit défendu. Mais de quel arbre fait donc partie ce fruit défendu? Tout simplement de l'arbre du savoir.
et de la connaissance du bien et du mal. Nous pouvons donc affirmer que l'histoire de la Bible correspond très exactement à l'histoire de l'homme que nous découvrons depuis peu. L'histoire de l'homme se résume à acquérir des connaissances et à les utiliser. Curieusement, c'est grâce à l'évolution de notre cerveau que nous avons découvert comment nous avons évolué. Nous présumons que nous sommes des êtres intelligents, dotés de volonté. Nous pouvons donc faire des choix, ce que les autres animaux ne peuvent pas faire. Au cours des 20 dernières années, nous avons réussi à faire la lumière sur notre évolution. Nous avons découvert quand et pourquoi nous nous sommes levés debout et comment notre cerveau a changé. Mais chaque détail de notre passé soulève de nombreux débats. L'extinction. Nous savons qu'au moins 99% de toutes les espèces qui ont vécu sur Terre sont disparues. Leur extinction est irréversible. Ces espèces n'ont pas évolué pour devenir autre chose. Elles ont tout simplement disparu. Nous aimerions bien échapper à ce destin, mais il n'est pas question aujourd'hui de savoir si cela est possible. Nous pouvons au moins essayer. Nous ne sommes pas tels que nous sommes parce que nous descendons du singe. Nous sommes ainsi parce qu'après nous être dissociés du singe, nous avons évolué pendant 6 millions d'années. Nous en avons beaucoup appris sur nous-mêmes en cherchant à retracer notre histoire. Pendant de nombreuses années, le débat a porté sur les liens qu'il fallait faire entre nos différents ancêtres. Il y a quelques années, Walter Cronkite a animé un débat entre deux éminents spécialistes aux opinions divergentes, Richard Leakey et Don Johanson. I've seen fossils in favor, out of favor, back in favor, out of favor. Right. Let us stand back from it. Of course it's important, Don, and I wouldn't minimize it. Sure. But I'm not going to say whether you're right or wrong. I think you're wrong. Okay. I think it'll be kind of fun. I think it'll be kind of fun to, I've brought along a sort of a portrayal of how I look at the family tree. The thing about you, Jeff, you're always prepared. You see, I fly in from Kenya empty-handed. And I've left a spot for you to draw your rendition of the family tree. I haven't got crayons, I haven't got cutouts. I'm not an artist. No, I don't think we can do this. But essentially, I think that the major difference, if we don't draw... I think the only thing I can do here, if you hold it up. Do you want to hold that up? If we don't... I think in probability that I would do that. And what would you draw in its place? Question mark. Ces deux spécialistes ne mettaient pas en cause l'évolution en tant que telle, mais ils ne s'entendaient pas sur les voies qu'elle avait empruntées sur notre arbre généalogique. Les scientifiques sont rarement d'accord entre eux, en fait ils sont payés pour cela. Leurs discussions sont parfois émotives, car ils étudient des fossiles humains, un sujet qui nous concerne tous. Mon truc de magie est meilleur que ton truc de magie. Mes amis détestent tes amis. Voilà ce qu'on entend dans les départements d'anthropologie et d'autres disciplines connexes. Pendant de nombreuses années, les spécialistes ont eu beaucoup de mal à reconnaître que l'évolution n'était pas un processus dont la finalité était l'être humain. L'homme est apparu, tout simplement. Ce que les fossiles nous ont appris de plus passionnant, c'est que l'évolution n'est pas un escalier, c'est un arbre. Il y a 5, 6 ou 7 millions d'années, il y avait en Afrique un singe semblable aux autres singes, sauf qu'il se tenait un peu plus droit et qu'il marchait davantage à la verticale. Ce singe s'est reproduit et subdivisé en plusieurs espèces différentes. Nous avons remplacé la notion de l'escalier par la notion de l'arbre aux branches multiples. On retrouve aussi ce genre d'arbre dans l'évolution des autres animaux. Un des plus importants consensus qu'ont atteint les anthropologues au cours des dernières années a été de placer l'évolution de l'homme dans le même contexte que celle des animaux.
Nous sommes devant un paradoxe. Nous sommes une espèce unique, mais le processus qui nous a permis de devenir unique est un phénomène qui se produit chez toutes les espèces. C'est pourquoi notre discipline est si difficile et si passionnante, mais elle est aussi assez déconcertante, car d'une part, nous désirons être uniques et dire que nous sommes un nouveau type d'animal, et d'autre part, nous ne sommes pas uniques. Nous avons les mêmes ancêtres, les mêmes mécanismes biologiques et la même structure fondamentale que les autres espèces qui vivent sur cette planète. L'histoire du Néandertal qui a vécu en Europe il y a 100 000 ans est un exemple fascinant de la capacité de l'humain à accepter son passé. Cette espèce est notre ancêtre le plus récent, mais nous ne sommes pas toujours certains que nous voulons d'elle dans notre arbre généalogique. Le Néandertal est le fossile humain qui a été le plus calomnié et discrédité. Cela s'explique assez facilement. Le Néandertal est un problème européen, et ce sont les Européens qui dénigrent cette espèce. C'est un débat qui dure depuis longtemps, parce qu'il porte surtout sur l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Voulons-nous inclure dans notre généalogie des créatures à moitié humaines comme le Néandertal? Ou préférons-nous revenir en arrière et dire que les humains sont des êtres uniques et que leur arbre généalogique est bien mieux que cela? Le premier fossile néandertal a été découvert en Allemagne dans la vallée de Néandertal en 1863. C'est l'un des tout premiers fossiles humains que nous ayons découvert et il n'était pas très attrayant. Ce qui est vraiment important, c'est que ce fossile était le seul que nous ayons trouvé. Nous pouvions alors le voir de deux façons. Nous pouvions le regarder et dire qu'il ne faisait certainement pas partie de notre lignée, ou qu'au contraire, il ressemblait beaucoup à un humain. Ces deux hypothèses ont été soulevées. Vers le milieu et la fin du 19e siècle, on découvrait de plus en plus de fossiles de Néandertal qui ressemblaient vraiment à des ancêtres de l'humain. À cette époque, les spécialistes occidentaux ont commencé à dresser le portrait de l'évolution en termes culturels et raciaux. L'homme était passé de l'état sauvage à la civilisation en passant par la barbarie. Naturellement, l'Europe de l'Ouest représentait la civilisation. Le Néandertal était vu comme un sauvage, un barbare préhistorique. Le Néandertal n'avait pas une ossature très délicate. Dans les premiers films, on le montrait comme un être stupide, violent et désordonné. Dans ce genre de film, le Néandertal est une créature bizarre qui a les genoux repliés, le gros orteil tourné vers l'extérieur, de larges épaules et une démarche traînante. C'est l'image qu'on se faisait de lui au début du siècle. On lui donnait la personnalité semi-humaine d'un être assoiffé de sang qui ne pense qu'à la destruction et au massacre, un être méchant. L'image de brute sauvage qu'on se faisait du Néandertal n'était qu'une interprétation parmi tant d'autres. On disait aussi à l'époque que le Néandertal était un enfant de Dieu, un être primitif qui était l'essence même de la pureté et non de la bestialité. Après la Deuxième Guerre mondiale et pendant les années 50 et 60, nous avons découvert des restes humains beaucoup plus anciens que nous appelons aujourd'hui l'Homo erectus et l'Australopithèque. Nous nous sommes alors aperçus que le Néandertal nous ressemblait beaucoup. Nous l'avons vu comme un être très semblable ou presque identique à nous en raison du type de relation qu'il entretenait avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est que plus nous reconnaissions le Néandertal comme un de nos ancêtres, plus nous trouvions que son comportement ressemblait aussi au nôtre. À l'époque des hippies, nous voulions croire que nous étions des êtres gentils, des anges qui ne recherchent que la paix sur la terre. C'est à cette époque que le Néandertal est devenu un être pacifique, tranquille et aimable. Il plaçait des fleurs sur la tombe de ses morts et il aidait toujours les autres de toutes sortes de façons.
Nous proclamions que c'étaient les horreurs de notre société industrielle moderne qui avaient rendu la race humaine méchante. L'homme de science français Marcellin Boule a donné une interprétation trompeuse de la nature de l'homme de Néandertal. Il disait que ce squelette remarquable, presque complet, appartenait à un être qui avait le dos voûté. C'était l'image classique de l'homme des cavernes, une vraie brute. Il disait que les épaules voûtées et le visage saillant du Néandertal prouvaient qu'il n'était qu'un demi-humain capable de se tenir droit. Il en a déduit que c'était une espèce très primitive et très différente de la nôtre. Il l'a donc exclu de la lignée de l'homme moderne. Dommage que les fossiles ne pouvaient pas ressusciter pour dire à Boule qu'il avait tort. Même s'il était un grand anatomiste et un scientifique intègre, Marcellin Boule a tout simplement négligé de considérer que l'homme de Néandertal souffrait d'arthrite. Un bon anatomiste verra tout de suite que l'arthrite a causé cette posture un peu voûtée. Mais Boule a tout simplement ignoré ce fait. C'est qu'il avait adopté un point de vue très particulier. Selon sa théorie, les ancêtres de l'homme moderne se trouvaient dans des branches parallèles à celles du Néandertal. Selon lui, il n'y avait pas de place pour cette espèce dans la lignée de l'homme moderne. On ne sait vraiment pas pourquoi des gens comme Marcellin Boule voulaient que le Néandertal soit une espèce très différente de la nôtre. Je crois que pour comprendre ce phénomène, il faut considérer les grands changements sociaux qui sont survenus au tournant du siècle, avant la Première Guerre mondiale. Face aux changements sociaux et politiques qui ont mené à la Première Guerre mondiale, les gens ressentaient beaucoup d'insécurité quant à leur situation. Si on regarde les carnages de cette guerre, on se rend compte qu'ils avaient raison d'avoir peur. Il est donc presque certain que, de façon totalement inconsciente, les gens se sont soudainement sentis très mal à l'aise d'avoir comme ancêtre récent une créature qui était moins humaine qu'eux. Même si on savait alors que le Néandertal était une espèce assez récente, datant de 50 à 100 000 ans, une espèce très semblable à l'espèce humaine, il semblait nécessaire de l'exclure de la lignée humaine, de la classer dans une branche parallèle qui a disparu, et de remonter beaucoup plus loin pour trouver un ancêtre qui nous ressemble vraiment. Il semblait donc important de reléguer à un passé très lointain tous les ancêtres qui ne ressemblaient pas beaucoup à l'homme moderne. La plupart de ces malentendus et de ces grossières erreurs découlaient d'une notion qui voulait que nous soyons si uniques que nous avions dû commencer à être uniques il y a très longtemps. Il ne fait aucun doute que nous interprétons les faits en nous basant sur nos propres théories. Les chercheurs ont tendance à dire « il faut le croire pour le voir » plutôt que le contraire. Cette approche assez particulière a grandement influencé l'interprétation des fossiles humains tout au long de la très brève histoire de la science, depuis ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Ce désir inconscient de modeler les faits à l'image d'une théorie est à l'origine d'un des plus grands scandales de l'histoire des fossiles humains. Ce crâne, découvert à Piltdown, a été considéré pendant de nombreuses années comme la principale preuve de notre passé. Le seul problème, c'est que ce crâne était un faux. Les restes de Piltdown ont été découverts en 1912 dans une carrière du Sussex, dans le sud de l'Angleterre.
Cette découverte a fait sensation, mais elle nous a aussi empêchés pendant 40 ans de remonter le fil de notre histoire. Voici deux des morceaux trouvés à Piltdown. Ceci est un os de mâchoire et ceci une partie du crâne. Quand on a découvert ces ossements en 1912, on a tout de suite vu qu'ils étaient inhabituels. Certaines parties du crâne avaient l'air assez modernes, mais la mandibule était étrange. Elle avait certaines caractéristiques qui faisaient penser à la mâchoire d'un singe, sauf les dents, qui étaient plates et qui semblaient avoir appartenu à un humain. Les gens qui ont découvert ces restes étaient convaincus que ces deux morceaux allaient ensemble, qu'ils étaient très anciens et qu'ils avaient appartenu à un nouveau type d'humain. À cette époque, certains spécialistes comme Sir Arthur Keith, Sir Grafton Elliot Smith et quelques autres croyaient fermement que l'expansion du cerveau avait été le premier événement de l'évolution humaine et que l'humanisation des dents et de la mâchoire était arrivée bien après. Mais ils n'ont jamais trouvé un crâne pour donner une preuve tangible de cette idée fixe qu'ils avaient. Quelqu'un s'est donc chargé d'en fabriquer un pour eux. Le fossile de Piltdown avait une grande boîte crânienne, donc un gros cerveau. Il avait aussi la mâchoire d'un singe, ce qui concordait bien avec la théorie qui voulait que le cerveau ait été le premier attribut exclusivement humain. Le fossile provenait d'une couche souterraine très ancienne, ce qui confirmait que les premiers hommes modernes étaient apparus à une époque très ancienne. Le crâne de Piltdown était faux, mais il correspondait à la théorie de l'époque qui voulait que notre cerveau, l'organe qui nous distingue des autres espèces, soit très ancien. Ce fossile leur plaisait beaucoup parce qu'il avait un cerveau de type moderne, tandis que les autres parties du squelette étaient beaucoup moins évoluées et ressemblaient à celles d'un singe. Ils se réjouissaient, car ils avaient trouvé une créature de type moderne qui était très ancienne, sinon aussi ancienne que le Néandertal. Cela représentait un grand pas pour le milieu de l'anthropologie britannique. D'autres pays avaient leurs fossiles anciens, mais pas la Grande-Bretagne. On avait maintenant la preuve que ce pays était au centre de l'évolution de l'homme. La Grande-Bretagne avait fait une découverte dont elle pouvait être fière. Elle tenait à tout prix à cet ancêtre britannique. Il y avait certainement beaucoup d'émotivité à ce sujet. Lorsque Sir Arthur Smith Woodward a publié son premier livre sur ce sujet, beaucoup de gens y ont cru, même si dès le début de toute cette histoire, un certain nombre de personnes rejetaient cette théorie. Un des meilleurs exemples du climat qui régnait autour de la controverse de Piltdown nous vient du très célèbre paléontologue américain William King Gregory. Il a écrit un article qu'il a publié dans une revue américaine de sciences naturelles en 1914. Je vais vous lire très rapidement un passage de cet article. Certaines personnes soupçonnent que ces fossiles ne sont pas anciens d'un point de vue géologique et qu'ils ont été fabriqués de toutes pièces. Il suffit de greffer un crâne négroïde ou australien à une mâchoire de singe fracturée et fossilisée de manière artificielle et de planter le tout dans le sol. C'est tout ce qu'il faut pour mystifier les scientifiques. Gregory a séjourné en Angleterre au cours de l'été 1913. Il a certainement beaucoup entendu parler de cette affaire, et cela transparaît dans son article. Et en plus de faire cette déclaration, il a aussi publié 2 planches. Ces planches montraient clairement que la mâchoire du fossile de Piltdown ressemblait beaucoup à celle d'un orang-outan. J'ai beaucoup de difficultés à croire que Gregory ne savait pas ce qui se passait. Je crois que les gens qui lui en ont parlé en 1913 ne savaient pas au juste ce qui se passait. Il serait intéressant de savoir pourquoi ils n'ont pas essayé d'en savoir plus.
On a longtemps cru que des scientifiques bien établis dans les institutions britanniques avaient participé à cette contrefaçon. Les spécialistes qui ont découvert et interprété ces fossiles étaient Charles Dawson, un notaire amateur d'archéologie, et Arthur Smith Woodward du Musée d'histoire naturelle. Ce sont eux qui ont fait la découverte. Par la suite, d'autres personnes se sont greffées à cette histoire, dont Sir Arthur Keith, un anatomiste et un anthropologue de grande renommée. Celui-ci étudia les fossiles et en tira un livre sur l'Antiquité de l'homme. Personne ne sait au juste qui est le véritable coupable dans cette affaire, mais presque tous les membres de cette équipe ont été soupçonnés. Il faut maintenant se demander pourquoi cela s'est produit. Ces gens voulaient trouver le chaînon manquant qui prouverait leur théorie personnelle sur l'évolution. Ils ont carrément fabriqué une preuve, car ils croyaient que tôt ou tard, on trouverait ce type de fossile de toute façon. Ils ont forcé la main à l'histoire. C'était encore une époque de gentlemen. Je crois bien que Gregory et les autres, qui devaient connaître la vérité, ne voulaient pas la révéler. Ils ne voulaient pas faire ouvertement des accusations et préféraient que les coupables admettent d'eux-mêmes leur erreur. Mais personne n'a jamais rien avoué. Les scientifiques ont donc consacré de plus en plus d'énergie à ce fossile et ils sont devenus de moins en moins aptes à faire la part des choses, tant du point de vue psychologique que professionnel. L'imposture de Piltdown a été démasquée en 1953. Pendant 40 ans, les scientifiques avaient fait fausse route. J'espère sincèrement qu'une fraude comme celle de Piltdown ne se reproduira jamais. De nos jours, nous disposons de beaucoup de matériel et de toutes sortes de tests scientifiques pour déterminer la datation et la composition chimique des fossiles. Piltdown nous en a donc appris beaucoup sur les dangers des idées préconçues et sur notre manque de sens critique quand nous faisons une découverte qui correspond si bien aux théories. Le faux crâne de Piltdown a fait obstacle à un fossile très important découvert en Afrique du Sud, l'enfant de Taung. Raymond Dart a découvert en 1925 une série de fossiles. Le premier d'entre eux était le crâne complet d'un petit enfant, avec le visage et la boîte crânienne. Ce crâne rappelait beaucoup celui d'un singe. Nous savons maintenant que ces petits primates font en réalité partie des plus anciens membres de la famille humaine. Mais à cette époque, ils ne furent pas acceptés très facilement comme tels. Un des obstacles à cette reconnaissance était l'existence du fossile de Piltdown. Le crâne de l'enfant de Taung se situait à l'extrême opposé de l'idée fixe que certains chercheurs avaient au sujet de nos ancêtres. Il y avait un petit cerveau, mais ses dents, sa mâchoire et sa posture rappelaient beaucoup ceux d'un humain. On ne pouvait donc pas l'accepter dans notre lignée et accepter en même temps le fossile de Piltdown. Mais si le fossile de Piltdown était un faux, alors celui de Taung avait plus de chances d'être un de nos ancêtres. Il était impossible de classer les deux fossiles dans la même lignée humaine. Même si on avait rejeté le fossile de Piltdown à cette époque, il aurait été difficile de reconnaître l'enfant de Taung comme un véritable ancêtre de l'homme. Par exemple, ce crâne venait d'Afrique, et on croyait à ce moment que l'homme s'était développé non pas en Afrique, mais en Asie. Les gens aimaient croire que nous venions d'Asie, car ils avaient une vision romantique de l'Orient. Cette attirance était si forte que lorsqu'on a découvert l'homme de Pékin, quelques années après avoir trouvé l'enfant de Taung, le monde n'a pas hésité à reconnaître immédiatement ce fossile comme un de nos ancêtres. Il le considérait comme le chaînon manquant de la lignée humaine. La découverte en 1929 de l'homme de Pékin, un hominidé datant de quelques millions d'années, rassura les chercheurs sur les origines asiatiques de l'homme.
On louangeait dans un langage très lyrique la noblesse et les hauts plateaux de l'Asie. On aimait croire que l'humanité avait acquis sa noblesse dans cet environnement noble. La conception qu'on avait de l'Afrique était bien différente de celle que nous avons aujourd'hui. On disait de l'Afrique qu'elle était la région des tropiques sauvages. À cause des préjugés qui sévissaient à cette époque, il ne semblait pas possible que la jungle tropicale soit une des contrées d'origine de l'homme. Le singe et l'homme appartenaient tous deux à la lignée humaine. Mais le singe était resté un singe, parce qu'il n'avait pas vraiment essayé d'évoluer pour devenir un humain normal, énergique et travaillant. On croyait aussi que les peuples qui vivaient dans les tropiques étaient des bêtes, des sauvages. On les voyait de cette façon, car les tropiques semblaient elles-mêmes des régions assez hostiles. On se disait donc que non seulement l'homme n'avait pas évolué en Afrique, mais qu'il n'aurait pas pu évoluer en Afrique. Raymond Dart a souffert de ces préjugés pendant de longues années. Jusqu'au jour où Robert Broom a découvert un fossile adulte pareil à l'enfant de Taung. Il n'y avait alors plus de doute possible. Si on n'avait pas trouvé de fossiles de même type, on aurait continué à faire fausse route. Car il ne suffit pas d'avoir l'appui d'autres personnes qui affirment que vous avez raison. Il faut aussi des preuves pour soutenir votre thèse. C'est ainsi que les idées changent, comme elles ont changé en 1948. L'Afrique était bel et bien le berceau de l'humanité. Il n'y avait plus de doute possible, mais il avait fallu des arguments très solides pour faire tomber les préjugés. Nous avons aujourd'hui beaucoup de raisons de croire que l'homme vient d'Afrique. Nous savons que notre plus proche parenté est composée de singes, de chimpanzés et de gorilles vivant en Afrique. Nous savons que l'ensemble des fossiles découverts en Afrique est plus ancien de 3 millions d'années ou plus que tous les autres fossiles trouvés ailleurs dans le monde. Nous sommes presque certains que la famille des hominidés vient d'Afrique et que nos ancêtres se sont dispersés plus tard dans d'autres parties du monde. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, nous avons ressenti le besoin pressant de comprendre pourquoi les hommes sont si hostiles les uns envers les autres. Le fossile découvert par Raymond Dart suggère que nous avons un passé sanglant et que nous avons peut-être des gènes de violence en nous. Les marques qui ont été laissées sur cette mâchoire laissent supposer que nos ancêtres se battaient entre eux. Cela suppose que nous avons de la violence en nous, ce qui explique notre propension à faire du mal aux autres. Plusieurs spécialistes ont étudié cette idée. Raymond Dart suggérait que nous étions des chasseurs brutaux et que nos plus anciens ancêtres utilisaient la technique de la matraque, qui consistait à frapper à mort une proie. Ils allaient même parfois jusqu'à arracher les proies de la gueule des hyènes. Ils étaient très violents. Les déclarations de Dart attirèrent la presse internationale à son site de Makapansat. Les os qu'il avait découverts avaient servi de gourdin. Dart croyait que nos ancêtres conservaient ces os pour qu'ils leur servent d'armes. Dart disait que la partie inférieure de l'humérus leur servait d'outil. C'était une sorte d'arme ou de gourdin. Ils s'en servaient pour frapper les gens et les babouins sur la tête. C'était leur principale arme. Dart disait qu'à nos débuts, nous étions des cannibales sanguinaires et de puissants chasseurs. Nous étions capables de tuer des animaux beaucoup plus gros et plus forts que nous. Cette idée anima beaucoup les débats. J'étais très intéressé par toutes ces théories. D'autres personnes aussi, comme le dramaturge américain Robert Ardrey.
qui a écrit toute une série de livres à succès sur ce sujet. Le premier s'intitule « Les enfants de Caïn ». Il raconte les débuts sanguinaires de l'humanité, lorsque le singe est devenu un homme et un prédateur. Bob Brain a décidé de mettre à l'épreuve les théories de Dart en essayant d'expliquer autrement ces accumulations d'ossements. Je voulais étudier un ensemble complet d'ossements pour vérifier les théories que Raymond Dart avait émises au sujet de Makapan. Je m'attendais à travailler sur ce sujet pendant quelques années avant de trouver une réponse. 35 ans ont passé et je viens tout juste de terminer. Ce site est extrêmement riche. Nous avons étudié près de 350 ossements fossiles que nous avons trouvés ici. Brain cherchait à savoir ce qui était arrivé aux carcasses des animaux morts, surtout les carcasses laissées par les léopards et les autres prédateurs. Quand nous avons commencé à étudier l'accumulation d'ossements de Schwarzkranz pour en trouver l'origine, nous avons remarqué que nous trouvions toujours des crânes de primates et d'anciens humains en quantité prodigieuse, mais que nous ne trouvions jamais les squelettes qui allaient avec ces crânes. Ce problème était très grave. Où étaient donc passés les corps? Brain a trouvé une explication qui contraste beaucoup avec l'idée des hominidés sanguinaires de Dart. Mes conclusions étaient totalement différentes de celles que Dart avait tirées sur le site de Makapan. J'ai découvert qu'à cette époque lointaine, les humains qui vivaient ici n'étaient pas de valeureux chasseurs et qu'ils ne dominaient pas sur les autres créatures. Ce sont les léopards, les tigres et toutes les autres bêtes qui chassent la nuit qui étaient les véritables animaux dominants. Les hominidés leur étaient très inférieurs. Voici un exemple très frappant de blessure faite sur un fossile hominidé. Il s'agit du crâne d'un enfant qui a vécu ici il y a 1,5 million d'années. À l'arrière du crâne, on voit 2 trous. Le plus intéressant, c'est que la distance entre ces 2 trous correspond assez bien à la distance entre les 2 canines inférieures de cette mâchoire fossile de léopard, que nous avons trouvée dans la même partie de la caverne. Nous pouvons supposer que cet enfant a été tué par un léopard et traîné par la tête jusqu'au repère du fauve au fond de la caverne. C'est tout ce qui reste du squelette de cet enfant, bien malchanceux. Ces ossements démontrent que les hominidés étaient des proies et non des prédateurs. Curieusement, Dart n'a pas été troublé de voir ses idées ainsi bouleversées. Je crois que Raymond Dart était vraiment un grand homme de science. Il faisait des déclarations qui exigeaient une réponse. C'est ce qu'il recherchait. Quand on lui exposait une interprétation différente de la sienne, comme je l'ai fait, il était enchanté. Je crois qu'il y a 2 types de scientifiques. Il y a les scientifiques qui plantent des poteaux indicateurs à 20 km d'où ils se trouvent, et il y a les scientifiques qui sont plus prudents et qui cherchent les petits détails, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'ils atteignent le poteau indicateur. Dart était un scientifique qui érigeait des panneaux indicateurs. Je crois que ces 2 types de chercheurs sont nécessaires. L'étude de l'évolution de l'homme a attiré beaucoup de personnalités brillantes. C'est pourquoi nous avons l'impression que cette discipline est réservée à des génies qui jonglent avec des théories bien particulières,
à savoir si l'homme vient d'Afrique ou d'Europe, ou si le cerveau a évolué avant l'apparition de la bipédie. Je crois que cela reflète bien la nature de notre travail. Il faut dire que, pendant une longue période, il n'y avait pas beaucoup de preuves. Les fossiles étaient rares et chaque fois qu'on en trouvait un, il venait contredire toutes les théories qui avaient été élaborées jusque-là. Les événements des 20 dernières années ont énormément changé cette situation. Nous disposons de beaucoup plus de fossiles qu'avant. Nous en avons maintenant des milliers et des milliers. De plus, un nombre grandissant de chercheurs adoptent maintenant des approches différentes. Auparavant, les fossiles étaient au centre de la recherche et on les considérait comme le point de départ et le point d'arrivée de l'évolution de l'homme. Aujourd'hui, nous faisons appel à la biologie moléculaire, la génétique, l'écologie, la zoologie et d'autres champs d'études pour examiner sous d'autres angles la biologie de l'évolution. Nous avons élargi l'orientation de nos recherches. Nous essayons de reconstituer notre histoire en adoptant diverses approches. Nous en savons maintenant beaucoup plus sur notre passé. Nous avons de nombreuses certitudes qui n'étaient au départ que de simples idées. Par exemple, nous sommes certains que nous allons continuer d'évoluer sous une forme humaine ou autre. Nous sommes aussi certains que nous voulons savoir ce que l'avenir nous réserve. En étudiant le passé de l'humanité, et surtout son passé lointain, nous en apprenons beaucoup sur nous-mêmes et sur ce qui fait de nous une espèce différente des autres. Si nous pouvions transcender notre vision actuelle des choses pour examiner ce qui compose notre passé, pour étudier le Néandertal, entre autres, nous découvririons peut-être ce que cela signifie vraiment que d'être un humain. Nous aurions une meilleure idée des raisons qui nous ont poussés depuis 1000 ans à construire autour de nous un monde artificiel et à créer l'industrialisation et l'urbanisation. Quand on étudie l'évolution de l'homme, on ne peut s'empêcher de penser à l'avenir. On se rend compte de l'énorme bagage que nous transportons avec nous et on constate que nous sommes aujourd'hui comme des poissons hors de l'eau. Nous vivons dans un environnement qui est totalement différent de celui qui a vu nos ancêtres évoluer. Nous vivons dans un monde pour lequel notre corps, notre anatomie et notre physiologie ne sont pas vraiment faits. Nous n'avons pas évolué pour vivre dans ce monde. Nous étions un peuple de chasseurs-cueilleurs et nous nous battions chaque jour pour survivre dans les plaines. Nous avons été un peuple de chasseurs-cueilleurs pendant la plus grande partie de notre histoire. Les sentiments que nous avons en tant qu'êtres humains se sont forgés à partir de cet environnement. Mais nous ne vivons plus dans ce genre de milieu aujourd'hui. Nous vivons dans un environnement où la densité de population est environ 100 fois plus grande qu'auparavant, peut-être plus. Nous devons aujourd'hui avoir des échanges beaucoup plus complexes avec un beaucoup plus grand nombre de personnes. Mais nous n'avons pas évolué pour nous comporter de la sorte. Je crois que nous allons avoir des problèmes. Quand une population devient plus importante que la région qu'elle habite, il y a toujours des génocides, de la cruauté et de la misère. Tous les problèmes sociaux et environnementaux que nous connaissons présentement et qui se multiplient à une vitesse vertigineuse pourraient se résorber si nous arrivions à freiner la croissance de notre population. 50% de la population actuelle vit dans les villes. Nous avons d'énormes défis à relever si nous voulons survivre. Mais heureusement, nous avons également développé une éthique que nous appelons communément des principes qui nous guident dans notre cheminement de vie. Je crois que notre éthique est à la base de notre avenir.
Quand je regarde l'évolution de l'humanité, je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette histoire un message d'espoir, de progrès et d'optimisme. Je ne suis pas un de ces prophètes de malheur qui parcourt le monde avec son porte-documents et ses diapositives pour donner des pronostics sombres sur la fin imminente de notre espèce. Finalement, nous sommes simplement une espèce animale et toutes les espèces animales disparaissent. Oui, nous allons disparaître. À un certain moment, l'ensemble des caractéristiques morphologiques et génétiques qui composent la race humaine va cesser d'exister. Toutes les espèces que nous avons trouvées sous forme de fossiles ont un cycle de vie limité. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de descendants sous une autre forme, qu'elle soit semblable à la nôtre ou très différente. Cela dépendra du contexte dans lequel ces changements évolutifs se produiront. Nous ne savons rien sur l'avenir de notre espèce, et c'est pourquoi je n'ai pas d'opinion à ce sujet. Je ne peux pas me résoudre à prendre position sur notre avenir. Nous sommes tellement subjugués par notre culture et notre technologie que l'avenir de notre espèce dépend certainement de ce que nous apprendrons et de ce que nous serons capables de mettre en pratique. Si je pouvais prédire l'avenir, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais à la bourse. Je ne vivrais pas d'un salaire de professeur. Je vivrais dans un château. D'une part, l'ensemble des fossiles que nous avons trouvés est un témoignage éloquent du destin commun de toutes les espèces, c'est-à-dire leur extinction. D'autre part, aucune autre espèce dans l'histoire de l'évolution ne s'est créé un milieu culturel aussi complexe que le nôtre. Nous nous sommes plus ou moins construits un abri contre les forces de l'évolution, et d'une certaine façon, l'avenir de notre espèce est entre nos propres mains. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule espèce humaine. Peut-être nous diviserons-nous pour former 2 ou 3 espèces, comme nous l'avons déjà fait par le passé. Bien que ce type de divergence ou d'isolement ne soit pas possible dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes à l'aube de l'ère spatiale. Cette ère entraînera un isolement des populations humaines que l'on ne peut comparer qu'avec le temps où l'homme vivait seulement en Afrique. You're doing fine. Houston, I'm on the porch. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lorsque les humains iront coloniser le système solaire, les populations qui vivront sur d'autres planètes ou d'autres lunes se distingueront de plus en plus les unes des autres, car la distance entre chacune des planètes sera énorme. Je crois que c'est une des conséquences qui pourrait découler de notre conquête de l'espace. La colonisation d'autres planètes relève encore de la science-fiction. Mais en ce qui nous concerne, nous continuerons d'évoluer pour résoudre des problèmes et notre évolution se fera un peu par hasard. Je crois que notre mode de vie actuel illustre très bien le fonctionnement de l'évolution. Allez demander à un habitant de New York ou d'Éthiopie « Vers quoi évoluez-vous » Il se mettra à rire. Il dira que c'est une question stupide. Mais si vous lui demandez quels sont les problèmes qui font obstacle à votre survie, il vous répondra que c'est le manque d'argent, le manque de soins de santé, le manque de nourriture ou quelque autre problème particulier. Vous constaterez que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes de survie quotidienne. Cela prouve une fois de plus que l'évolution ne suit pas une direction en particulier, qu'elle n'a pas de but précis. Elle est le fruit d'une adaptation et de solutions nécessaires à court terme. L'évolution n'est en fait que l'accumulation de toutes les décisions, toutes les actions et tous les événements qui surviennent à court terme. La visite en Afrique de Walter Cronkite nous a démontré que notre passé est pour nous une véritable passion.
Nous pouvons répondre à des questions comme d'où venons-nous et où allons-nous. Nous pouvons même découvrir qui nous sommes. Pourquoi fouillons-nous notre passé? Simplement pour savoir d'où nous venons. Mais nous pouvons aussi apprendre autre chose de notre passé. Par exemple, en regardant le fossile d'un primate trouvé à Sterkfontein, je peux affirmer avec certitude qu'il est un des ancêtres de tous les gens qui vivent sur la Terre, et pas seulement des Africains. Si vous cherchez un argument en faveur de la fraternité des hommes sur la Terre, il n'y a pas de plus bel exemple que le fait que nous ayons tous les mêmes ancêtres. Merci, Peter. Au revoir. Je suis venu ici pour chercher mes ancêtres. J'ignore si je les ai trouvés, mais je sais que j'ai trouvé une vérité beaucoup plus émouvante et importante. J'ai trouvé la place que j'occupe dans l'histoire. Je fais partie d'une espèce. Je ne suis qu'un membre fragile de cette espèce, mais je porte en moi, et vous aussi, son passé, son présent et son avenir.